Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un texte philosophique assez fascinant, je trouve. Il s'attaque à une erreur de raisonnement, qu'on fait peut-être souvent, hein. Comment une observation un peu distraite peut nous faire confondre ce qui se passe juste en même temps avec ce qui cause vraiment quelque chose. Oui, c'est ça. La source parle d'une sorte d'aveuglement né de la négligence. Alors notre objectif, c'est de décrypter cette confusion où, en gros, la proximité nous trompe sur la causalité. Comment le texte explique ce piège mental? C'est une question centrale, effectivement. Le texte y pointe notre tendance, enfin notre habitude, à observer deux choses qui apparaissent constamment ensemble. Une sorte de corrélation stable, quoi. D'accord. Et à partir de là, on conclut un peu vite que l'une est la cause directe, la créatrice de l'autre. C'est une analyse assez fine, je trouve, de la manière dont on construit parfois une causalité un peu illusoire, juste par manque d'attention. On s'arrête à la surface. D'accord, donc le cœur du problème, c'est cette inattention, comme vous dites. Mais comment le texte décrit précisément le mécanisme? Comment l'inattention nous trompe? C'est quoi l'erreur fondamentale qu'il identifie? L'erreur fondamentale, c'est de prendre ce que le texte appelle une proximité constante, Ok, c'est-à-dire le fait que A et B apparaissent toujours ensemble, pour une preuve de causalité, que A produit B, en somme. L'exemple clé donné, c'est celui du fruit et de l'arbre. ah oui, l'exemple classique. Voilà, on voit systématiquement les fruits sur les arbres. Bon, l'observation rapide, répétée, elle nous pousse à conclure, ok, l'arbre fabrique le fruit. Ça paraît simple, direct, évident. Enfin, en apparence. C'est vrai que ça semble logique au premier regard. Mais le texte, il ne s'arrête pas là, j'imagine. Il pousse l'analyse plus loin. Exactement. Et c'est là que ça devient plus profond. Le texte nous invite à regarder au-delà. Oui, bon, le fruit apparaît sur l'arbre, mais l'arbre lui-même, il n'est pas autonome, hein. Non, bien sûr. Il dépend entièrement de la terre, de l'eau, de la lumière du soleil, des saisons, enfin, de tout un écosystème complexe et interconnecté. D'accord. Et l'argument qui est développé, c'est que le fruit, il n'est pas tant fait par l'arbre, mais qu'il émerge à travers l'arbre. Ah, je vois la nuance. L'arbre serait plutôt un canal. C'est un peu l'idée, oui. Un canal, un lieu de manifestation pour un processus bien plus vaste. Alors, le texte, lui, attribue l'orchestration de ce processus à ce qu'il nomme une volonté créatrice supérieure. C'est une perspective métaphysique qui sous-tend son analyse, évidemment. Ah, d'accord. Donc, l'idée, c'est que la simple association répétée arbre-fruit, ça ne suffit pas à prouver que l'arbre est le créateur indépendant ultime du fruit. C'est une condition, un maillon, mais pas la source première selon cette vision des choses. C'est tout à fait ça. Et comment cette volonté supérieure est justifiée dans le texte? C'est juste posé comme ça? Pas tout à fait. Le texte propose un raisonnement pour étayer cette idée. Il souligne souvent le décalage assez frappant entre la simplicité, voire la banalité apparente de la cause immédiate, l'arbre, décrit comme simple, Hmm, et l'extraordinaire complexité, la perfection, l'art du résultat, le fruit. Cet écart suggérerait, selon l'auteur, que la cause apparente n'a pas en elle-même la capacité de produire un tel effet. d'accord, une disproportion en quelque sorte. Voilà, une disproportion qui pointerait vers une cause réelle bien plus puissante, bien plus savante, en amont. Et la constance même, pommier donne pomme, n'est pas vue comme une preuve de la capacité créatrice de l'arbre, Mais plutôt, mais plutôt comme une loi établie, une sorte d'habitude ordonnée dans la nature par cette volonté supérieure. C'est cette régularité même qui peut nous tromper. c'est une perspective intéressante, et elle a des implications assez larges si on l'applique ailleurs, j'imagine. Le texte donne d'autres exemples? Oui, oui, absolument. Le commentaire qui est cité étend ce raisonnement pour montrer un peu l'absurdité potentielle de la conclusion hâtive, si on s'en tenait strictement à corrélation égale causalité directe et autonome. Qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, il faudrait dire que notre tête fabrique nos cheveux, que nos doigts créent nos ongles, ou, encore plus parlant peut-être, que l'œuf par lui-même produit l'oiseau, Ah oui, vu comme ça. ou que la vache est la créatrice autonome du lait. Le message qui est martelé est clair, la proximité constante. Le fait que deux choses se suivent ou coexistent régulièrement, ça ne prouve pas en soi une relation de cause à effet où l'un serait le créateur indépendant de l'autre. Donc si je résume bien, l'idée est que notre focalisation sur la cause immédiate, celle qu'on voit à l'arbre ou l'abeille pour le miel, ça nous empêche de voir l'ensemble du tableau.
Et surtout cette disproportion entre la cause apparente et la complexité du résultat. C'est tout à fait ça. L'exemple de l'abeille et du miel est aussi utilisé, oui. L'inattention nous fait voir l'insecte comme le fabricant du miel, Alors que, alors qu'une réflexion plus attentive, plus méditative, comme le suggère l'esprit du texte, elle révélerait un décalage immense entre les capacités propres de ce petit insecte et la nature complexe et bénéfique du miel. Et ce décalage, eh bien, il pointerait alors vers le véritable acteur, la source réelle de cette création, qui utiliserait l'abeille comme un instrument. cette différence de perspective est donc vraiment le cœur de l'avertissement du texte. Exactement. C'est cette prise de conscience que l'analyse cherche à provoquer. Passer d'une observation un peu superficielle à une compréhension plus profonde des liens de causalité, de dépendance aussi. Bon, alors, quel est le message principal à retenir de tout ça? Qu'est-ce que ça signifie pour nous, au fond? L'essentiel, je crois, c'est une mise en garde. Une mise en garde fondamentale contre les raccourcis intellectuels qu'on prend en se basant juste sur la répétition. D'accord. Attribuer la causalité uniquement parce que deux choses sont constamment associées, sans examiner la nature de cette association, les conditions nécessaires, la proportionnalité entre la cause et l'effet, c'est tomber dans une erreur de jugement. Une erreur qui naît, comme le dit le texte, de l'inattention ou de la négligence intellectuelle. Et pour nous laisser matière à réflexion, pour finir, quelle question est-ce que tout cela soulève? Eh bien, si on prend au sérieux cette idée issue de l'analyse de ce texte que des éléments apparemment simples comme un arbre, une abeille ou même une cellule ne sont peut-être pas les créateurs ultimes de résultats très complexes comme un fruit, le miel, un organe, Mhm. mais plutôt des canaux, des instruments dans des processus orchestrés à une échelle plus grande. Ça nous pousse à nous interroger, non? Mhm. Comment cette perspective pourrait influencer notre compréhension de l'agencité, de la création, ou même notre interprétation des données dans des domaines très concrets. Par exemple? Par exemple, comment ça pourrait nuancer notre lecture des statistiques médicales où l'on voit deux facteurs fortement corrélés, ou notre compréhension des systèmes complexes comme l'intelligence artificielle, qui fonctionne sur d'immenses bases de corrélation sans forcément comprendre la causalité profonde derrière. La question reste ouverte, bien sûr.